21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets et de décrets et suit une communication sur l'état des lieux de la mise en œuvre du programme des tricycles. Le deuxième colloque maghrébin réuni à Nouakchott pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité professionnelle. Des bombardements font plusieurs morts dans la ville d'Alep. Et nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt signée le 6 avril 2016 à Manama, au Bahreïn, entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la participation au financement du projet du parc éolien dans la zone de Boulay-Noir. Le présent projet de loi a pour objet de finaliser la procédure de ratification de la convention de prêt signée le 6 avril 2016 à Manama, Bahreïn, entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la participation au financement du projet du parc éolien dans la zone de Boulay-Noir. Ce financement porte sur un prêt d'un montant de 35 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 37 milliards ouguiyas, remboursables sur une période de 26 ans, dont 7 ans de différé, avec un taux d'intérêt de 2% par an pour les montants du prêt décaissé et non remboursé. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Cimenterie du Sahel. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie d'une part et la société Cimenterie du Sahel d'autre part. Conformément à cette convention, la société Cimenterie du Sahel procédera à la réalisation à Nouakchott d'une unité de production de ciment pour un investissement global de 27,118 millions d'euros, soit l'équivalent de 9 milliards 491 millions 300 000 ouguiyas. Ce projet industriel devra créer 311 emplois nouveaux, dont 78 emplois permanents et 222 emplois indirects. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale ISCAN. Projet de décret portant nomination du représentant de l'État au sein du conseil d'administration de la compagnie mauritanienne de sucre et dérivés. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale de l'eau. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté les deux communications suivantes. Communication relative au programme des tricycles. Cette communication fait l'état des lieux de la mise en œuvre du programme des tricycles et propose un train de mesures tendant à corriger les dysfonctionnements observés, notamment au niveau du suivi des engagements des bénéficiaires et des parties prenantes du programme. Dans ce cadre, un accent particulier devra être mis sur la transparence dans la gestion des différentes composantes du programme, l'amélioration de ses retombées sur les populations cibles et la mise en place des conditions nécessaires qui garantissent sa durabilité. Communication relative au tableau des opérations financières de l'État pour le premier trimestre de l'année 2016. Cette communication présente un aperçu succinct des opérations financières de l'État au terme du premier trimestre de 2016. Elle fait notamment ressortir que l'exécution budgétaire au premier trimestre de l'année s'est déroulée dans de bonnes conditions avec un niveau assez confortable de recettes et ce grâce à une bonne maîtrise des dépenses sans que cela n'affecte pour autant ni le financement de l'investissement dont le niveau d'exécution est conforme aux prévisions ni le fonctionnement normal de l'administration. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes.
Premier ministère, Commission nationale des droits de l'homme, secrétaire général, Mohamed Ould Ibrahim. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, secrétaire général, Mohamed Ould Abdallah Salim Ould Ahmed Doua, précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ministère de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général, Mohamed Val Ould Abdi, précédemment secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Ministère de l'Éducation nationale, établissement public, Institut pédagogique national, directeur général, Cheikh Ould Ahmedou, précédemment directeur de cabinet du médiateur de la République. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par Mokhtar Ould Diaye et Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh, respectivement ministre de l'économie et des finances et de la culture et de l'artisanat. Ce dernier, qui est également porte-parole du gouvernement, a passé en revue les projets de loi, de décret ainsi que des communications adoptées par le Conseil. Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh s'est ensuite prêté aux questions de nos confrères. Parmi ces questions, une relative à certains diplomates accrédités dans notre pays qui se seraient déplacés au Houd al-Sharqi en perspective de la visite du président de la République dans cette wilaya. À cela, le ministre a répondu que les ambassadeurs n'ont pas été invités au Houd al-Sharqi et qu'ils n'ont pas, à sa connaissance, adressé des demandes à ce sujet. Il a en revanche affirmé que le président de la République entamera une visite au Houd al-Sharqi et que les populations sur place préparent l'accueil du chef de l'État. En réponse à une autre question relative à l'arrestation d'un camion venant du Nord, le ministre a confirmé d'abord que ce camion se trouvait un grand laboratoire pour la falsification de la monnaie nationale, notamment le billet de 5000 ouguiyas, et que les éléments de la bande qui sont derrière cette opération ont été arrêtés et les mesures nécessaires les concernant seront prises. Répondant à une autre question sur la volonté de ce qui est appelé la charte des Haratines d'organiser demain une marche, le ministre a indiqué que tous les citoyens mauritaniens bénéficient de leurs droits individuels et collectifs et qu'ils ont le droit d'exprimer leur opinion, de se réunir et de manifester à condition de respecter les procédures juridiques à ce sujet. Son homologue de l'économie et des finances a rassuré sur la situation financière du pays en précisant que le premier trimestre de l'année 2016 s'est déroulé dans les meilleures conditions. Il a ajouté que durant les 3 premiers mois de l'année 2016, les recettes de l'État ont atteint environ 103,5 milliards d'ouguiyas et que les prévisions de ce trimestre sur la base du budget 2016 adopté par le Parlement sont estimées à 97,8 milliards d'ouguiyas, soit une augmentation de 6 milliards d'ouguiyas sur les prévisions comparativement aux entrées budgétaires de l'année 2015 sur la même période qui était de 95,2 milliards, soit une augmentation de 8 milliards d'ouguiyas en 2016. S'agissant des recettes fiscales issues des taxes douanières combinées aux recettes recouvrées par l'administration des domaines et des ressources de l'État au niveau du trésor public, elles représentent, a dit le ministre, 70 milliards d'ouguiyas environ du montant précité. Quant aux recettes non fiscales, elles ont atteint au premier trimestre de l'année en cours plus de 21 milliards d'ouguiyas par rapport aux prévisions de 17 milliards, soit une augmentation de 4,5 milliards d'ouguiyas. Au chapitre des dépenses, le ministre a fait savoir qu'un décaissement de 99 milliards d'ouguiyas a été effectué au cours du premier trimestre 2016 au lieu des 94,5 milliards d'ouguiyas prévus, soit une augmentation de 5 milliards d'ouguiyas, ce qui représente 15 milliards de plus en termes de dépenses par rapport à la même période de l'année écoulée. Et de conclure que cela infirme les allégations de certains qui prétendent de bonne foi ou pour d'autres raisons que l'État est en cours de liquidité. Les relations entre notre pays et le Koweït étaient au menu de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Ibrahim, a eu aujourd'hui dans son bureau avec l'ambassadeur du Koweït, Khalid Mohamed Cheibani. Le diplomate koweïtien a souligné au cours de l'audience la disponibilité de son pays de soutenir l'effort de développement de la Mauritanie et d'encourager les initiatives privées pour répondre aux aspirations des deux peuples frères à plus
de coopération et de solidarité dans le cadre de l'action arabe commune. L'audience s'est déroulée en présence de Mohamed Mahmoud Ibrahim, chargé de mission, secrétaire général de l'Assemblée nationale par intérim. La santé et la sécurité professionnelle au menu des préoccupations maghrébines. Le thème était d'ailleurs aujourd'hui au centre des travaux du deuxième colloque maghrébin qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la santé et de la sécurité professionnelle. Cette journée célébrée les 28 avril de chaque année se tient cette année dans les pays de l'Union du Maghreb arabe sous le thème la santé et la sécurité professionnelle dans les États de l'Union du Maghreb arabe. Abdelrahman Hamad. Les mécanismes de coordination et de redynamisation de l'action maghrébine collective en matière de santé et de sécurité professionnelle dans les pays du Maghreb arabe. Tel est le thème de ce deuxième symposium maghrébin organisé à Nouakchott à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Journée célébrée sous le thème « Stress au travail, défis collectifs ». Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de mettre en place les mécanismes adéquats pour la coordination et la redynamisation de l'action maghrébine collective en matière de santé et de sécurité professionnelle en vue de développer un cadre juridique unique répondant à la réalité de l'environnement de travail et mettant en terme les risques professionnels. De son côté, le représentant du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, M. Abdel Khaliq Moujbir, a fait remarquer que cette activité fait partie d'une série de rencontres et d'activités qui visent dans leur ensemble le renforcement de la coordination des actions entre les pays du Maghreb arabe, exhortant les participants à sortir avec des recommandations permettant de développer un cadre de travail maghrébin répondant aux aspirations des populations. Les participants à cette rencontre, qui sont des représentants des pays du Maghreb arabe, des syndicalistes, des représentants du patronat et des départements de la santé et de la fonction publique, ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur le stress au travail et la nécessité de mettre en place des mécanismes de coordination de l'action collective maghrébine en matière de santé et de sécurité professionnelle. Autre préoccupation de la communauté internationale, celle relative à l'hémophilie et à la solidarité avec les personnes frappées par cette maladie. Raison pour laquelle une journée mondiale a été instituée pour sensibiliser l'opinion sur la situation des malades hémophiles et la nécessité de conjuguer les efforts pour la prise en charge de cette frange et la garantie de son insertion dans la vie active. La commémoration aujourd'hui de cette journée a constitué l'opportunité pour l'Association mauritanienne d'hémophiles de lancer un appel en faveur des victimes de cette pandémie. Melika Narli. Cette journée mondiale de l'hémophilie est l'occasion pour les associations et professionnels de santé de sensibiliser le grand public à la situation des personnes atteintes de cette maladie génétique, c'est-à-dire héréditaire. Cette journée vise également à conjuguer les efforts pour la prise en charge de ceux qui en sont porteurs et la garantie de leur insertion dans la vie active. Une personne sur 1000 dans le monde souffre d'hémophilie ou d'un des autres troubles de coagulation héréditaire. La maladie se caractérise par un saignement anormal. Les 3/4 des personnes souffrant d'hémophilie n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir se soigner. Le chargé de mission au ministère de la Santé, M. Sid Ahmed El Teghedi, a, dans une allocution, réaffirmé le souci des responsables du département d'encourager les associations de la société civile opérant dans le domaine de la sensibilisation et de la prise en charge de cette maladie à prendre à bras le corps cette mission. Il a insisté sur l'intérêt de la prise en compte de la nature spécifique des personnes atteintes d'hémophilie dans les stratégies du secteur. Il a souligné que les efforts consentis s'inscrivent dans le cadre de l'application des instructions du président de la République visant à assurer la prise en charge des hémophiles, en particulier ceux issus des franges les plus vulnérables. Pour sa part, le président de l'association mauritanienne d'hémophiles, M. Mohamed Oulwein Oulfeil, a indiqué que le développement opéré au niveau de la santé publique a permis la mise en place de centres de santé spécialisés, oncologie, cardiologie, ce qui nous rend optimistes, dit-il, quant à la prise en charge des hémophiles. Il a demandé aux personnes de bonne volonté d'aider dans la prise en charge de cette maladie et de favoriser l'intégration des personnes atteintes dans le tissu social. Le chargé de mission au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamedoula Ali Telmoudien, a souligné que son département apprécie les efforts déployés par l'Association mauritanienne d'hémophiles en faveur des patients atteints de cette pathologie.
Bon nombre de malades sont confrontés à des douleurs invalidantes ou à des lésions articulaires. Si aucun traitement ne permet de guérir, certains permettent de mieux vivre avec la maladie. Il est donc indispensable de développer les systèmes de santé et de les rendre accessibles. La malnutrition, notamment en milieu scolaire, est aussi un facteur de préoccupation pour les pouvoirs publics, surtout qu'elle est intimement liée au développement. L'éradiquer exige l'instauration des cantines scolaires. La question a été débattue aujourd'hui à l'occasion de l'atelier d'élaboration d'une politique nationale d'alimentation scolaire initiée par le ministère de l'Éducation nationale avec le concours du Programme alimentaire mondial. Salam Majbour Salam. L'atelier d'une journée vise à mettre en place un plan d'action pour l'élaboration d'une politique nationale d'alimentation scolaire. La politique d'alimentation scolaire est le fruit d'un partenariat quasi cinquantenaire entre le gouvernement mauritanien et le Programme alimentaire mondial, le PAM. Partenariat dont s'est félicitée la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Mme Khadjetou Mtdoua, qui devait rappeler l'importance du rôle que joue l'alimentation scolaire dans l'éducation des enfants et la formation des générations dotées de compétences scientifiques et culturelles et constitue l'une des priorités du gouvernement mauritanien. La secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale a souligné à cette occasion que la malnutrition a des effets négatifs sur la scolarisation des enfants, affaiblit le rendement scolaire et contribue à l'accroissement du phénomène de l'absentéisme chez l'élève. C'est dont est conscient le représentant du Programme alimentaire mondial, Gian Salvano. Le PAM réitère son engagement à appuyer et accompagner la mise en place d'une politique nationale qui réponde non pas seulement aux besoins de l'enfant, mais également qui s'appuie sur une nouvelle approche, de nouvelles modalités, un financement stable et une plus grande implication des parents. La rencontre profite à tous les départements ministériels, le commissariat aux droits de l'homme, les élus, la société civile et les agences spécialisées de l'ONU, notamment le Programme alimentaire mondial. Les sourds à l'honneur, ils ont célébré aujourd'hui la semaine arabe qui leur est dédiée. Chez nous, la commémoration de cette semaine sera marquée 2 jours durant par des échanges et des débats visant à mieux faire connaître cet handicap et les moyens de s'en prémunir. Abdullah Damaba. Durant les 2 jours de cette commémoration de la Semaine arabe des sourds, des exposés, des conférences et sketchs seront effectués afin de mieux faire connaître la surdité, les méthodes préventives et l'importance de la formation professionnelle des enfants sourds. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidihia, a affirmé que cette frange de la population en Mauritanie sont des privilégiés après avoir été victimes de marginalisation. Il a par ailleurs indiqué que le programme social du président de la République est axé sur la promotion des franges marginalisées. Par la suite, le directeur du centre de formation des enfants en situation de handicap, Dr Abdarrahim Ould Hamadi, a évoqué les réalisations accomplies par le centre qu'il dirige depuis sa création. Cette journée, poursuit-il, est une occasion pour sensibiliser sur l'intérêt de l'enseignement et de la fourniture d'équipements et de matériel aux enfants en situation de handicap. Cette cérémonie a aussi été marquée par des prestations de la part des apprenants de ce centre. Ils ont présenté des sketchs. Après, la délégation a visité les installations de ce centre, les différents compartiments que compte cette structure et s'imprégner des œuvres accomplies par ses élèves. Nous allons à présent ouvrir notre fenêtre sur la route de l'espoir. Vous le savez, nos équipes techniques et journalistiques ont pris depuis quelques jours la route de l'espoir en direction de Nema, en perspective de la visite du chef de l'État au Houd al-Sharqi. Nos confrères ont profité de ce voyage pour réaliser des reportages sur des secteurs en relation étroite avec la vie des citoyens au niveau des villes traversées par leurs caravanes. Au niveau du Brakna et précisément à Aleg, notre équipe a constaté que depuis la réalisation du forage de Bouachiche, nos concitoyens à Maqta al-Hjar ont moins de peine à se désaltérer.
Dans un pays aux ressources hydrauliques limitées, sous-exploitées et de qualité insuffisante, le développement d'infrastructures performantes dans le secteur hydraulique s'avère être un élément indispensable à son développement économique et social. Ainsi, l'État mauritanien a réussi à mettre en service en mars 2013 un projet d'approvisionnement en eau potable à Marta al-Ahjar et de localités situées sur l'axe Chegar-Guimi-Marta al-Ahjar à partir du champ captant de Bouhchicha. Et les citoyens apprécient la mise en œuvre de ce projet qui va améliorer leurs conditions de vie. Le projet d'alimentation de la localité en eau à partir du projet de Bouhchicha est réalisé depuis Alleg par le génie militaire, appuyé par la Société nationale d'eau et le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Le projet comporte le forage et l'équipement d'un puits d'une puissance de pompage de 75 m3 par heure et la réalisation d'environ 12 km de tuyaux de 12 mm de diamètre. Il prévoit également le raccordement du champ captant à une ligne électrique moyenne tension afin de drainer l'eau vers les deux stations de distribution dans les deux villes. Le projet devra permettre d'approvisionner Daleg et Marta al-Ahjar en eau potable jusqu'à 2030. Bakar Baylaba, Marta al-Ahjar, sur la route de l'espoir pour la télévision al-Mauritanie. Si à Marta al-Ahjar, la problématique de l'eau a été quasi résolue, à Kifa, elle demeure néanmoins source de préoccupation pour les populations. Le faible débit des forages ne satisfait pas les besoins des consommateurs, surtout en cette période de canicule. Les kifistes espèrent que cette situation prendra fin avec l'achèvement des travaux du projet qui va approvisionner la ville et d'autres villages de Kifa. Nous retrouvons toujours Bakar Baylaba. La ville de Kifa s'agrandit d'année en année, la population aussi. Résultat, les besoins de consommation s'accroissent. C'est le cas de l'eau. On manque d'eau dont les répercussions touchent tous les aspects de la vie de la population de cette ville. L'eau, c'est une ressource hydrique qui pose problème ici. Trouver de l'eau est un parcours du combattant. Chacun se débrouille comme il peut pour étancher sa soif. Kifa possède un climat semi-aride chaud. Une chaleur extrême y règne au mois d'avril, mai et juin avec des températures maximales atteignant régulièrement 45 degrés. La pluviométrie moyenne est de 319 mm, soit 23 jours de pluie par an. Ainsi, la corvée d'eau est monnaie courante dans cette grande ville. Les charrettes continuent à desservir les quartiers sévrés d'eau. Le baril d'eau se négocie de 400 à 500 ouguiya, voire 600 ouguiya en période de forte chaleur. Et les habitants dans tout ça, pour ces hommes et femmes, la corvée d'eau est monnaie courante dans cette ville. La problématique de l'eau, ils la vivent au quotidien, appelant les pouvoirs publics à trouver des solutions pour étancher leur soif. La nappe mise en fonction avait une capacité prévisionnelle située sur une période de 10 à 15 ans. Mais l'étude prévisionnelle n'a pas tenu compte de l'accroissement sans cesse et démesuré de la ville. La nappe a montré foncièrement ses limites dans ses capacités. Les pouvoirs publics proposent des pistes de réflexion. La solution définitive de ce problème passe par un projet dont l'étude de faisabilité est actuellement en cours. Il s'agit de l'approvisionnement de la ville de Kifa en eau à partir du barrage Foumgleita à 150 km de là. Et pour le directeur de l'hydraulique et de l'assainissement à Nassaba, les pouvoirs publics sont en pied d'œuvre pour remédier à cette situation, comptant sur ce barrage qui va assurer l'approvisionnement de la ville en eau de manière suffisante. Et pour le chef d'agence de la SN2 de Kifa, la production et la gestion de l'eau sont quotidiennes, estimant que la problématique de cette ressource dans la ville est bien réelle. Il a ajouté que la société se déploie chaque jour pour répondre aux besoins sans cesse croissants de l'eau dans les ménages. Entre-temps, les habitants de Kifa continuent d'endurer à ce manque criant d'eau. La situation exigerait une solution urgente en attendant la solution définitive qui mettra fin à la soif des habitants. L'Union indépendante des étudiants mauritaniens a soufflé ses 10 bougies. Cet anniversaire a été commémoré hier soir à travers une soirée culturelle et artistique au cours de laquelle les responsables de l'Union ont passé en revue la marche de leur organisation avant de lancer un appel aux autorités compétentes de créer des conditions appropriées aux étudiants.
La page internationale de ce journal marquée à Alep en Syrie par la mort de 53 civils tués dans des combats alors que le régime syrien se prépare à lancer une offensive pour reconquérir cette province. L'objectif du président Al-Assad est de reprendre la partie d'Alep aux mains des rebelles qui lui échappent depuis 4 ans. La deuxième ville du pays est en effet divisée depuis juillet 2012 entre les quartiers gouvernementaux à l'ouest et ceux contrôlés par les insurgés à l'est. La situation à Alep préoccupe fortement l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a appelé la Russie et les États-Unis parrains d'une trêve entrée en vigueur le 27 février, mais bien mal en point aujourd'hui à prendre une initiative urgente. Au total, les bombardements à Alep ont fait plus de 200 morts et des centaines de blessés en une semaine, selon l'OSDH. Visite surprise aujourd'hui en Irak du vice-président américain. Selon un communiqué de la vice-présidente américaine, Joe Biden est arrivé en Irak où il rencontrera des responsables irakiens afin d'encourager l'unité nationale et la poursuite de lutte contre l'État islamique. Biden évoquera lors de ses entretiens avec les responsables irakiens les mesures que pourrait prendre la communauté internationale pour favoriser la stabilité économique de l'Irak dans un contexte de forte chute des prix du pétrole. Il s'agit de la plus importante visite américaine en Irak depuis la venue du vice-président Biden dans ce pays en 2011. Un officiel américain a reconnu que Biden arrivait dans un moment de turbulence pour l'Irak alors que le Premier ministre Haïdar al-Abadi tente depuis plusieurs semaines de faire approuver par le Parlement un nouveau gouvernement composé de technocrates qui pourra, selon lui, mener de manière plus efficace des réformes cruciales pour lutter contre la corruption. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de décret et suit une communication sur l'état des lieux de la mise en œuvre du programme des tricycles. Le deuxième colloque maghrébin a réuni à Nouakchott pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité professionnelle. Des bombardements font plusieurs morts dans la ville d'Alep. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.